rendez-vous habituel très plaisant pour moi. Je suis ravie de vous retrouver. Merci à la librairie L'Odyssée, merci à l'association Philosophia qui est à l'initiative de ce cycle de conférences. Donc ce soir, je vais vous présenter un philosophe contemporain qui s'appelle Jacques Ellul. Et je vais essayer de vous montrer comment sa pensée permet de traiter une question philosophique, à savoir, est-ce que nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, soumis aux valeurs de la technique? Alors, je vais commencer par quelques éléments de biographie pour vous permettre de situer qui est Jacques Ellul, ce penseur du XXe siècle qui n'est pas très connu. Et puis, je développerai certains aspects de sa pensée au sujet des notions de technique et de liberté. Alors d'abord, qui est Jacques Ellul? Il est né le 6 janvier 1912 à Bordeaux, dans une famille protestante, et mort le 19 mai 1994 à Pessac. Il a été professeur d'histoire du droit, sociologue, penseur de la société technicienne moderne et théologien tout à la fois. Alors, on dit parfois de lui qu'il est le Heidegger français, alors qu'il refusait explicitement toute filiation intellectuelle avec ce philosophe. Ou on dit encore qu'il est le père spirituel de José Bové, mais l'essentiel de son œuvre demeure encore aujourd'hui dans l'ombre pour le grand public, comme aussi pour les gens qui font de la philosophie la plupart du temps. Jacques Ellul a passé l'essentiel de sa vie en Aquitaine. Il est né d'un père italo-serbe qui occupait un poste de fondé de pouvoir dans une maison de négoce. Et sa mère était franco-portugaise. Elle enseignait le dessin dans un cours privé. Alors son père a connu plusieurs fois le chômage en raison d'une certaine intransigeance de caractère qui lui faisait placer l'honneur au-dessus de toute autre considération. Et la jeunesse d'Ellul a donc été celle d'un enfant pauvre, mais heureux, dit-il, élevé dans le culte des vertus aristocratiques. Il est premier de la classe au lycée, et une fois ses devoirs terminés, sa mère le laisse vagabonder librement sur les quais de Bordeaux ou dans les marais des Innes. Et puis ensuite, c'est au lycée Montaigne, où il excelle en latin, en français, en allemand, et surtout en histoire, qu'il obtient son bac alors qu'il n'a pas encore 17 ans. Il veut à tout prix être officier de marine, mais son père l'oblige à faire son droit. Donc, quand il entre à la faculté de Bordeaux, Ellul est déjà converti au christianisme protestant, mais il dit que sa foi mettra du temps à prendre sa forme définitive. C'est le moment où il découvre la pensée de Marx, qui va le séduire, et avec laquelle il va entretenir un dialogue critique tout au long de sa carrière. D'ailleurs, la pensée de Marx fera l'objet de cours qu'il dispensera pendant plusieurs décennies à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, dans lequel il a travaillé. Durant ces années d'études, Ellul, avec un père privé d'emploi, une mère qui est souvent souffrante, donne parfois jusqu'à 4 heures de cours particuliers par jour pour aider sa famille et pour faire bouillir la marmite. C'est le moment de sa vie aussi où il fait 2 autres rencontres déterminantes. D'abord, sa future épouse, Yvette, qui va lui donner 4 enfants, Jean, Simon, Yves et une fille, Dominique. Et c'est aussi à cette période que Ellul rencontre Bernard Charbonneau, qui va devenir son meilleur ami et dont il prétend modestement n'être que le brillant second. Tous les deux vont animer une composante gasconne d'un courant de pensée qui s'appelle le personnalisme et dont le représentant majeur en France est Emmanuel Mounier. En 1936, Ellul soutient sa thèse de doctorat de droit qui est financée grâce à une bourse. Mais pendant l'occupation, il est révoqué par le gouvernement de Vichy parce qu'il est fils d'étranger. Aussi parce qu'il a tenu des propos assez désobligeants sur le maréchal Pétain. Donc il se réfugie dans une ferme à Martres, en Gironde, et il s'improvise agriculteur pour nourrir sa famille pendant les années d'occupation. Pendant ce temps-là, il participe aussi activement à la résistance, sans vraiment prendre les armes, mais en renseignant le maquis, en cachant des prisonniers évadés, des amis juifs, en procurant aussi des faux papiers et en les aidant à passer en zone libre. En 1943, il va réussir l'agrégation de droit romain et d'histoire du droit, ce qui lui permet, en 1944, à la Libération, d'être nommé professeur à la faculté du droit de Bordeaux, faculté dans laquelle il enseignera jusqu'à son départ en retraite, ainsi qu'à l'IEP de Bordeaux à partir de 1948. À la Libération, Ellul fait aussi l'expérience de participer à la délégation municipale de la mairie de Bordeaux, mais cette expérience politique de 6 mois le laisse plutôt amer, parce qu'il constate que les élus sont souvent à la merci des bureaux,
que la politique est impuissante face à la technocratie. Et c'est une analyse qu'il va poursuivre tout au long de sa carrière, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard, en professant que, je cite, « la politique est l'art de généraliser les faux problèmes, de donner de faux objectifs et d'engager de faux débats ». C'est assez lapidaire. Néanmoins, il ne découlera pas de cette expérience un apolitisme au sens strict du terme, mais plutôt un refus de s'engager de manière classique, notamment dans le cadre d'un parti politique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va refuser de se présenter sur la liste socialiste aux élections municipales de Bordeaux au printemps 1945, malgré la proposition qui lui est faite par la SFIO. En 1949, il va participer à la création du journal mensuel Le Protestant d'Aquitaine, et travailler à la rédaction de son maître-livre qui s'intitule « La technique ou l'enjeu du siècle », qui paraîtra en 1954. Dans ce livre, il va démontrer que la clé de notre modernité est à chercher non plus dans l'économie, comme du temps de Marx, mais dans le facteur technique. Et qu'au XXe siècle, la technique n'est plus simplement un intermédiaire entre l'homme et le milieu naturel, mais c'est devenu un processus autonome qui obéit à ses propres lois. Il est à ce moment-là découvert par l'anglais Aldous Huxley, qui est l'auteur du Meilleur des mondes, qui va le recommander au président de l'université de Santa Barbara, et Ellul va traduire son ouvrage en anglais, devenu donc The Technological Society, paru en 1964, et ça va lui assurer une assez belle notoriété sur les campus américains. C'est ce qui est étonnant avec Ellul, il est souvent plus connu à l'étranger qu'en France. Et en attesteront des centaines d'étudiants californiens qui viendront assister à ses cours à Sciences Po Bordeaux pendant plusieurs dizaines d'années. Alors ce premier ouvrage, La technique ou l'enjeu du siècle, va être suivi par deux autres. En réalité, c'est une trilogie. Le deuxième opus s'appellera Le système technicien, il paraît en 1977, et le dernier s'appelle Le bluff technologique en 1988. Alors, parallèlement à ses activités académiques, il va aussi donc continuer d'enseigner l'histoire des institutions, l'histoire sociale à la faculté de droit. Il va renouer à partir de 1953 avec des activités ecclésiales, locales, qu'il avait un petit peu déjà expérimentées sous l'occupation, en organisant d'abord un culte par mois dans la grande salle à manger de sa maison, de Pessac, où il accueille les familles protestantes, mais l'espace finit assez rapidement par manquer. Donc le conseil presbytéral de Bordeaux accepte de mettre à sa disposition une petite bâtisse qui lui permet justement de tenir ses offices. Alors, il n'est pas inscrit au rôle de pasteur, mais il obtient néanmoins cette délégation pastorale et va faire en sorte d'être membre du Conseil national de l'Église réformée de France de 1956 à 1971. Et il a le projet de transformer cette église pour en faire un mouvement actif à l'intérieur de la société. Donc il y a quand même une forme d'engagement qui est bien présente. Malgré tout, Ellul à nouveau vit cette expérience un petit peu comme un échec, et donc il va un petit peu orienter différemment sa façon de s'engager, cette fois-ci plus au plan local. Il va faire une rencontre décisive avec un éducateur de rue qui s'appelle Yves Charrier, et fonder avec lui, en 1958, un des premiers clubs de prévention de la délinquance juvénile. C'est le milieu des blousons noirs à l'époque. Les deux hommes vont travailler en tandem jusqu'à la disparition accidentelle de l'éducateur en 1969. Et un peu plus tard, donc dans les années 70, Ellul s'engage aux côtés de son ami de toujours, Bernard Charbonneau, en faveur de la cause écologique cette fois-ci, dans un comité de défense de la côte aquitaine qui va lutter contre l'action de l'aménagement du littoral aquitain qui se développe durant ces années. Bon, voilà pour les éléments biographiques. Vous voyez qu'on a une œuvre qui est assez riche, qui est assez complexe et qu'on qualifie souvent d'inclassable, qui me semble tendue entre deux pôles qui se répondent dialectiquement. Il y a d'abord un pôle sociologique, marxiste, libertaire, voire parfois à tendance anarchiste, et puis l'autre protestant et théologique. Alors comment trouver une cohérence dans cet ensemble? Ça paraît un petit peu éclectique. Ellul avait adopté comme devise « Exister, c'est résister ». Et il disait de son œuvre qu'elle était entièrement axée autour de la notion de liberté. Je le cite à nouveau, « Rien de ce que j'ai fait, vécu, pensé ne se comprend si on ne le réfère pas à la liberté ». Donc, l'essentiel de l'œuvre de Jacques Ellul porte non pas précisément sur la technique en tant que telle, mais plutôt sur la part qu'elle occupe dans les consciences du monde contemporain, dans un monde où finalement, à l'heure de la mondialisation, toutes les sociétés tendent à ne plus en former qu'une seule, qu'Ellul appelle lui-même la société technicienne. Alors,
pour bien comprendre de quoi il retourne, on va commencer, un peu comme toujours en philosophie, par définir ce que c'est que la technique. C'est le point de départ. Alors, quand on parle de technique, on désigne en réalité un vaste ensemble qui comprend plusieurs éléments. D'abord, la technique, ça comprend tous les objets qui sont fabriqués par l'homme en vue d'une certaine utilité. Ça va des premiers silex taillés aux outils plus ou moins perfectionnés de l'artisan, mais ça comprend aussi les machines, les automates, les robots, les ordinateurs. Bon. Pourtant, c'est pas tout. Dans ce qu'on appelle la technique, il faut aussi inclure des savoir-faire, des méthodes, des recettes, qui ne s'incarnent pas forcément d'ailleurs dans un objet. Par exemple, un commercial possède une technique de vente qu'il va pouvoir déployer en fonction du profil du client auquel il s'adresse. Un randonneur qui est égaré et qui ne dispose pas de boussole peut utiliser des techniques d'orientation qui viennent remplacer l'absence d'instruments de guidage, comme par exemple le repérage de l'étoile polaire ou de la mousse sur les arbres qui est censé indiquer le nord. Bon. Bref, la technique, ce ne sont pas seulement des objets techniques, mais bien l'ensemble de tous les moyens inventés et utilisés par les hommes en vue d'atteindre les fins qu'ils se sont données. Alors que ce soit construire un meuble, persuader un client, de faire un achat, trouver son chemin quand on est perdu, etc. Par conséquent, on va le voir de manière plus approfondie tout à l'heure, la technique renvoie également à un certain mode de pensée, à un certain type de rationalité, c'est-à-dire que le mode de pensée technique, c'est la recherche du meilleur moyen dans tous les domaines. Et ça va être un axe important dans l'analyse qu'en fait Jacques Ellul. Alors, quand on s'interroge sur la valeur de la technique, quand on se demande si la technique c'est une bonne ou si c'est une mauvaise chose pour l'homme, on est très rapidement conduit à distinguer deux façons de se servir de la technique. Par exemple, avec un couteau, vous pouvez peler une pomme. Et ça, beaucoup plus facilement que si vous n'avez pas de couteau. On imagine mal peler une pomme simplement avec ses ongles, ce ne serait pas vraiment pratique. Donc en ce sens, l'outil technique c'est une bonne chose. Il me permet d'atteindre mon objectif bien plus facilement, bien plus efficacement que si je n'en disposais pas. En revanche, avec ce même couteau, je peux tout aussi bien aller trucider mon voisin, si l'idée m'en prend. Donc, un même outil peut me permettre d'atteindre différents buts, qui ne sont pas à égalité sur le plan moral. Jusqu'à preuve du contraire, tuer, c'est pas bien. Donc, on en conclut assez aisément que c'est pas la technique qui est bonne ou mauvaise en elle-même, c'est l'usage qu'on en fait. Autrement dit, on considère que la technique, c'est quelque chose qui est moralement neutre. À partir du moment où elle n'est qu'un simple moyen à notre disposition, alors elle n'est ni bonne ni mauvaise, car ce sont toujours les fins, les buts visés par l'homme qui, eux, peuvent être jugés bons ou mauvais, qui peuvent faire l'objet d'une évaluation morale. Si nous visons des fins comme l'amélioration des conditions de vie, par exemple, favoriser la santé des hommes, leur bonheur, par exemple, en inventant de nouvelles techniques médicales qui permettent de guérir des maladies auparavant incurables. Alors évidemment que la technique nous apparaît comme une bonne chose, comme un progrès. En revanche, si nous visons l'accroissement de notre puissance de destruction par des armes ultra perfectionnées, là, au contraire, la technique sera jugée évidemment néfaste. Donc, on considère qu'on ne peut pas juger de façon universelle la valeur morale de la technique, puisque justement la technique ne constitue qu'un moyen en vue d'autre chose qu'elle-même. Et c'est cette autre chose, la fin visée, qui, elle, doit être jugée. De la même manière qu'au tribunal, c'est jamais le pistolet qu'on juge, mais celui qui a pressé la détente de ce pistolet. Alors cette thèse, qu'on appelle la thèse de la neutralité de la technique, elle n'est pas simplement adoptée par le sens commun, par nous tous, mais on la retrouve aussi en philosophie, chez des auteurs sous plusieurs formes, et je vais vous en donner ici deux exemples, ce n'est pas exhaustif, mais c'est simplement pour illustrer. D'abord, dans le dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias, Socrate discute avec un célèbre sophiste qui s'appelle Gorgias de ce que vaut la rhétorique. Alors, la rhétorique, qu'est-ce que c'est ? C'est la spécialité de Gorgias, justement, c'est l'art de produire des discours persuasifs, aussi bien face à une assemblée, face à un auditoire, que dans un débat, face à un interlocuteur. Alors Gorgias, il faut le savoir, c'est un maître très réputé en la matière, qui possède une école de rhétorique qui est très prisée par les jeunes Athéniens, qui veulent tous faire carrière dans la politique et donc qui veulent savoir bien parler. Gorgias, il affirme que la rhétorique, c'est l'art le plus puissant de tous. L'art ici, entendu au sens de la technique, comme dans l'expression
habituel, l'art et la manière de faire quelque chose. Pourquoi c'est l'art le plus puissant de tous? Tout simplement parce que lui, selon lui, un bon rhéteur, c'est quelqu'un qui peut persuader n'importe qui de n'importe quoi, même sans avoir de réel savoir ou de réelles compétences sur ce dont il parle. Socrate lui fait alors l'objection que quand même la rhétorique c'est un peu dangereux, parce que c'est plutôt un art du mensonge. Ça permet de tromper son interlocuteur, de le persuader sans même savoir exactement de quoi on parle, de le persuader sans connaître soi-même préalablement ce qui est juste et ce qui est injuste. Les sophistes utilisent donc selon lui une technique qui est une technique de manipulation, qui est tout à fait répréhensible. Et ce à quoi Gorgias répond tout à fait naturellement, je le cite, « Les criminels, ce ne sont pas les maîtres en rhétorique, ce n'est pas l'art non plus. Il n'y a pas lieu à cause de cela de le rendre coupable ou criminel. Non, les criminels, à mon sens, sont les individus qui font un mauvais usage de leur art. » Pour se justifier, Gorgias raconte une petite anecdote. Il a un jour accompagné son frère, qui est médecin, lors de sa tournée des malades. Il a alors été frappé par une chose, c'est que bien souvent, les malades ne veulent pas se laisser soigner. Ils sont récalcitrants. Soit parce qu'ils ont peur d'avoir mal, quand on veut leur cautériser une plaie, bon, ça se comprend, soit parce que le remède qu'on veut leur donner à boire a un mauvais goût et qu'ils ne veulent pas l'avaler. Bon. Les malades ne sont pas forcément les meilleurs patients, ne sont pas forcément très faciles à soigner. Alors, devant cette incapacité qu'a le frère de Gorgias à convaincre ses patients de se laisser soigner, Gorgias, lui qui n'y connaît rien, décide d'intervenir. Et il leur parle. Il utilise son talent de rhéteur. Et il se rend compte que, petit à petit, il arrive à les persuader de les laisser se faire soigner. La magie des mots est dans ce cas-là donc bien plus puissante et bien plus efficace que la véritable compétence médicale. Et puis après tout, puisque le but du médecin, c'est d'obtenir la guérison de ses patients, s'il faut un petit peu les manipuler pour ça, après tout, pourquoi s'en priver? On ne veut que leur bien. Donc la rhétorique permet d'atteindre une fin positive, bonne sur le plan moral, tout comme elle permettrait à l'inverse à quelqu'un de mal intentionné de tromper celui qui l'écoute pour lui causer du tort. On peut donc en conclure, selon Gorgias, que, en tant que technique, la rhétorique n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement neutre. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple de la défense de la neutralité de la technique, on va faire un bond en avant dans l'histoire et passer directement de l'Antiquité à la Révolution industrielle. Entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe, des groupes ouvriers divers, dispersés, ont choisi de détruire des machines dans leurs usines pour faire entendre leur voix et pour faire entendre leurs revendications. Alors ces bris de machines, ils ont atteint leur apogée à une époque qu'on appelle l'époque du ludisme, entre 1811 et 1813 en Angleterre. C'est un conflit qui a opposé des artisans tondeurs et tricoteurs aux manufacturiers qui, eux, favorisaient l'emploi de machines, notamment de métiers à tisser, dans le travail de la laine et du coton. Et donc, face à la menace que représentent ces machines performantes pour les artisans, qui voient leur salaire baisser et leurs emplois menacés, eh bien, les bris de machines se sont multipliés, ont été quelque chose d'assez régulier. Alors ces bris de machines, ils ont parfois été interprétés comme le déchaînement d'une violence débridée, archaïque, un petit peu chaotique. Et c'est en ce sens que Karl Marx va considérer de son côté, lui, que ces bris de machines sont d'abord la preuve du manque d'organisation des travailleurs. Il délivre un certain nombre d'analyses au livre 3 du Capital, où il rappelle aux ouvriers que, attention, ce ne sont pas les machines qu'il faut briser, parce qu'en réalité, les machines, elles n'y sont pour rien dans leur aliénation. En réalité, toute aliénation, tout asservissement, toute dépossession de liberté est toujours politique, selon lui, et non pas technique. Donc ce qu'il faut casser, ce n'est pas les machines, mais c'est la société capitaliste qui se sert des machines afin d'exploiter le prolétariat. Je cite quelques lignes de Marx. « Il faut du temps et de l'expérience avant que les ouvriers, ayant appris à distinguer entre la machine et son emploi capitaliste, dirigent leurs attaques non contre le moyen matériel de production, mais contre son mode social d'exploitation. » Donc les machines ne sont bien que des moyens d'aliénation, pas la cause de l'aliénation elle-même. Ce que le film de Chaplin, Les temps modernes, montre assez bien, à mon sens. Vous vous souvenez peut-être de cette scène où Charlot se laisse complètement déborder par le rythme infernal du tapis roulant de la chaîne de production.
bien on voit qu'à ce moment-là, il y a toujours derrière la chaîne de production un responsable de l'augmentation de la cadence de travail. Et ce responsable, c'est le patron qui transmet ses ordres au contremaître par le téléphone en lui disant « allez, on accélère sans fin ». Donc, pour la pensée socialiste naissante, la technique est neutre et ce sont plutôt les formes de la propriété et de l'organisation du travail qu'il faut changer pour domestiquer les mécaniques. Bref, il faut faire la révolution pour libérer le travailleur de l'exploitation capitaliste et rendre les machines à nouveau au service du travailleur pour le soulager de la pénibilité de son travail. Alors, avant de poursuivre et de vous montrer que Jacques Ellul va remettre en question cette thèse de la neutralité technique, qui nous paraît pourtant plutôt bien fondée. Avant de procéder à cette remise en question, il est à mon sens nécessaire qu'on établisse quelques petites précisions langagières pour ne pas se tromper, pour bien s'entendre sur le sens des mots qu'on utilise. Quand on dit ordinairement qu'une technique est bonne, c'est en général pas sa valeur morale qu'on envisage, c'est pas sa justesse éthique qu'on considère. Au sens courant, une technique est jugée bonne tout simplement quand elle parvient à produire les effets qu'on attendait, et les produire de manière efficace. Par exemple, quand vous faites une mayonnaise, c'est pas une bonne technique de verser l'huile tout d'un coup sur le jaune d'œuf, parce que si vous faites ça, vous n'arriverez jamais à faire monter l'émulsion. Bon, la bonne technique, c'est de verser l'huile tout doucement en battant votre jaune d'œuf, avec ou sans moutarde, il y a deux écoles, plus ou moins vite. Donc dans cet exemple, on voit bien qu'on a affaire à un jugement d'efficacité technique. Il y a une bonne technique, il y a une mauvaise technique, mais c'est bien l'efficacité qui est en cause. C'est pas un jugement moral. Même si, en réalité, on emploie le même vocabulaire. On parle de bonne ou de mauvaise technique. Et c'est ça qui risque, à mon sens, d'entraîner des confusions. Autre exemple qui permettrait de mettre en relief cette distinction entre valeur technique et valeur morale, une bombe atomique, du point de vue de l'efficacité technique, c'est une très bonne technique. Parce que c'est une grande réussite, ça permet de tuer un très grand nombre de personnes avec une certaine économie de moyens. En revanche, évidemment, le jugement moral considérera que c'est quelque chose d'extrêmement négatif parce que la bombe atomique répand la mort et la souffrance autour d'elle. De la même façon, lorsqu'on parle d'un bon technicien, l'usage du mot « bon » n'est jamais moral. On veut désigner non pas quelqu'un qui poursuit de bonnes fins, de bons objectifs grâce à la technique, mais simplement celui qui atteint le mieux ses objectifs grâce aux moyens qu'il déploie. Et c'est la raison pour laquelle dans le roman de Robert Merle, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « La mort est mon métier », le personnage principal, Rudolf Lang, apparaît comme un excellent technicien. Alors c'est qui ce personnage principal? Il a été inspiré par Robert Merle, par un personnage réel de l'histoire qui s'appelle Rudolf Höss, qui est l'officier SS qui fut commandant du camp d'Auschwitz et qui est l'inventeur de la solution finale. Et pendant tout le roman, on voit que la seule chose qui obsède ce personnage, c'est d'atteindre l'objectif qu'on lui a fixé avec une espèce de zèle particulièrement glaçant sur le plan moral. Il s'agit de trouver le moyen de développer le rendement maximal d'exécution de prisonniers sous la pression de ses supérieurs, dans le but justement d'être un soldat exemplaire et obéissant. Mais on voit bien, absolument dénué d'empathie, d'humanité, absolument pas vertueux. Alors, on vient d'expliquer le sens de cette thèse commune selon laquelle la technique n'est jamais ni bonne ni mauvaise car elle est en tant que simple moyen tout à fait neutre. Et bien justement, dès 1954, dès la publication de La technique ou l'enjeu du siècle, Ellul s'indigne contre cette maxime de la pensée commune qu'il estime naïve. Dire que ce n'est pas la technique qui est bonne ou mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait, comme il dit, consiste, selon lui, à méconnaître la technique. Et donc il va développer une analyse qui combat cette idée de neutralité en allant de la surface, ce qu'on voit en apparence de la technique, à ce qu'elle est en profondeur, ce qu'elle est réellement. Et c'est cette analyse qu'on retrouve tout au long de sa trilogie. Finalement, si vous lisez les 3 ouvrages, vous la retrouverez en filigrane à peu près partout. Mais je vous la propose dans un passage particulier du Bluff technologique, donc le 3e opus qui est publié en 1988, qui résume à mon sens assez bien le sens de son propos. L'ambivalence du progrès technique est malheureusement beaucoup plus complexe que l'idée simpliste rappelée plus haut. Croire que tout dépend de l'usage qu'on en fait, c'est penser que la technique est neutre. J'avais montré le contraire en 1950, ce qui avait provoqué un scandale. Mais maintenant, presque tous les auteurs sont en effet convaincus que la technique n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'elle emporte par elle-même, et quel que soit l'usage que l'on veuille en faire, un certain nombre de conséquences positives ou négatives. Ce n'est pas une affaire d'intention.
Il est vrai que l'usage peut orienter pendant un certain temps une technique dans un sens purement positif. Mais cette technique contient en elle-même des potentialités qui seront inévitablement exploitées. L'exemple simpliste et bien connu, c'est la poudre à canon. Les Chinois s'en sont servis uniquement pour des fusées d'artifice, mais elle contenait des potentialités que nous avons connues et qui ne pouvaient être négligées longtemps. J'entends par là que le développement de la technique n'est ni bon, ni mauvais, ni neutre, mais qu'il est fait d'un mélange complexe d'éléments positifs et négatifs, bons et mauvais si on veut adopter un vocabulaire moral. J'entends encore par là qu'il est impossible de dissocier ces facteurs de façon à obtenir une technique purement bonne, qu'il ne dépend absolument pas de l'usage que nous faisons de l'outillage technique d'avoir des résultats exclusivement bons. En effet, dans cet usage même, nous sommes à notre tour modifiés. Dans l'ensemble du phénomène technique, nous ne restons pas intacts. Nous sommes non seulement orientés indirectement par cet appareillage lui-même, mais en outre adaptés en vue d'une meilleure utilisation de la technique grâce aux moyens psychologiques d'adaptation. Ainsi, nous cessons d'être indépendants. Nous ne sommes pas un sujet au milieu d'objets sur lesquels nous pourrions librement décider de notre conduite. Nous sommes étroitement impliqués par cet univers technique, conditionné par lui. Nous ne pouvons plus poser d'un côté l'homme, de l'autre l'outillage. Nous sommes obligés de considérer comme un tout l'homme dans l'univers technique. Autrement dit, l'usage fait de cet appareillage n'est pas décidé par un homme spirituel, éthique et autonome, mais par cet homme-là, et par conséquent, cet usage est autant le résultat d'une option de l'homme que d'une détermination technique. Cet univers technicien comporte aussi des déterminations qui ne dépendent pas de nous et qui dictent un certain usage. Il faut en outre comprendre au sujet de cet usage bon ou mauvais que nous parlons forcément de l'homme à titre individuel, de l'homme qui a l'usage de tel objet technique. Nous pouvons donc choisir au sujet d'un élément, au sujet d'un usage. Mais la civilisation technicienne est faite d'un ensemble non séparable de facteurs techniques, et ce n'est pas le bon usage de l'un d'entre eux qui changerait quoi que ce soit. Il s'agirait d'un comportement général de tous les hommes. Il faudrait enfin, pour que le problème du bon usage soit résolu, que les hommes soient en présence de fins claires et adaptées pour réduire la technique à l'état de moyens purs et simples. Or, dans notre situation actuelle, les fins sont ou bien formulées de façon antique et par conséquent inadaptées à notre situation, ou bien complètement vagues. Alors, on trouve à mon sens 4 arguments dans cet extrait, qu'on va essayer de reprendre progressivement, qui permettent de remettre en cause la neutralité de la technique et de défendre une idée importante pour Ellul, qui est celle d'ambivalence de la technique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En effet, selon lui, il ne faut pas considérer que la technique n'est ni bonne ni mauvaise, comme nous l'avons vu auparavant, mais au contraire qu'elle est à la fois et en même temps bonne et mauvaise, sans qu'on puisse jamais en dissocier les deux aspects. D'abord, parce que toute technique contient des potentialités indépendantes des fins initialement poursuivies. Ça, c'est le premier argument. Puis, en second lieu, parce que notre jugement sur la technique est conditionné par la technique elle-même. Ensuite, troisièmement, nous verrons que la technique se constitue en système global, alors que l'argument de l'usage ne vaut que pour un individu. Et enfin, il s'agira de montrer que les fins poursuivies par la technique, aujourd'hui étant vagues ou mal formulées, celle-ci se développe sans but précis, dans une logique d'auto-accroissement que l'homme ne maîtrise pas. Alors je vais essayer de les reprendre les uns après les autres avec quelques illustrations pour clarifier le sens de ces arguments. D'abord, toute technique contient des potentialités indépendantes des fins initialement poursuivies. Comme on l'a vu, la technique c'est un moyen inventé, réalisé en vue de permettre une fin. Mais si on tient jusqu'au bout cette conception de la technique, ce qu'Heidegger appelait la conception instrumentale de la technique, force est de reconnaître qu'en tant que moyen, la technique peut s'appliquer à des fins différentes, de valeurs différentes, on l'a montré. Ainsi, une technique qui est inventée à un moment donné pour résoudre un problème technique, et donc pour s'appliquer à une fin particulière, peut tout à fait s'adapter à d'autres fins qui n'ont pas été envisagées par les inventeurs au départ. Autrement dit, toute technique est une puissance d'action. Et même les techniques que l'on peut a priori considérer comme bonnes, au sens de morale, peuvent aussi trouver un usage destructeur. Toute technique suggère des finalités multiples et jamais unilatérales.
Ellul ajoute que non seulement toutes les techniques peuvent trouver des applications autres que celles initialement prévues, comme la poudre à canon qui, d'un moyen de divertissement, est passée à un moyen de destruction, mais surtout, selon lui, qu'elles trouveront nécessairement et inévitablement ces autres finalités. La logique propre à la technique est de chercher à s'appliquer au maximum dans différents domaines. Alors on appelle ça la loi de Gabor, de Denis Gabor, qui était prix Nobel de physique en 1971, et donc qui a énoncé cette loi de Gabor, qui dit que tout ce qui est possible sera nécessairement réalisé, toutes les combinaisons possibles seront exhaustivement tentées. Donc c'est une loi qui décrit le développement autonome de la technique, un petit peu comme si personne n'était capable de diriger ce processus. Et c'est déjà ce qu'avait pressenti Léonard de Vinci, dans la Renaissance, qui, vous le savez peut-être, avait inventé un premier prototype de sous-marin. Il appelait ça sa manière d'aller sous l'eau, assez poétiquement. Mais il avait refusé de dévoiler ce prototype à cause, je cite, de la méchanceté des hommes qui s'en serviraient pour assassiner sous l'eau. Bon, il avait même fini par détruire cette invention qu'il jugeait trop cruelle, trop dangereuse. Et donc, historiquement, même si ces engins ont pu permettre l'exploration des fonds océaniques, ce sont malgré tout d'abord des usages militaires qui ont été faits des premiers sous-marins. Donc Léonard de Vinci avait raison de se méfier du potentiel destructeur de son invention, qui en raison de la logique technicienne a fini par se révéler. Donc le fait que la technique soit un moyen qu'on utilise ne la rend pas neutre, il la rend ambivalente. Non pas ni bonne ni mauvaise, mais à la fois bonne et mauvaise, sans qu'on puisse dissocier ces deux aspects, sans qu'on puisse n'en retenir qu'un seul, sans qu'on puisse non plus faire exactement la balance des effets positifs et négatifs pour savoir si on en retirerait un réel bénéfice. Parce qu'un des aspects de cette ambivalence, c'est que les effets néfastes du progrès technique sont inséparables des effets bénéfiques, mais que le prix à payer n'est souvent pas de la même nature que l'acquisition qui a été faite. Par exemple, Ellul prend l'exemple de la voiture. La voiture, c'est une invention qui permet un gain de temps dans les déplacements, c'est évident, mais il explique que les accidents générés par l'usage de la voiture finissent, du fait de leur nombre récurrent, par devenir une sorte de structure de société. Parce qu'il faut organiser des secours compétents, développer des assurances, prendre en compte la prise en charge des blessés, des invalides, prendre en charge la consommation de soins, de médicaments, des campagnes de prévention routière, etc., etc. Et donc, en outre de cette complexité, l'augmentation massive du parc automobile à la fin du XXe siècle dans les pays occidentaux a contribué à un engorgement progressif des voies de circulation en zone urbaine. Et c'est ainsi que, paradoxalement, en prenant sa voiture pour gagner du temps dans ses déplacements, on finit par en perdre en restant bloqué dans les bouchons. Voilà la logique. Donc, en définitive, ce que Ellul veut nous montrer, c'est qu'il n'y a pas de progrès technique absolu. Toute avancée technique implique, à d'autres titres, un certain nombre de reculs, un certain nombre de destructions ou de coûts qui sont indirectement liés. La technique apporte des valeurs considérables, mais elle en détruit d'autres, dont il est impossible de dire si elles sont plus importantes ou moins. Et il va même jusqu'à prendre l'exemple un petit peu provocateur de la médecine. Bon, la médecine, c'est formidable, c'est un réel progrès. Ça a permis d'augmenter l'espérance de vie, de soigner des pathologies qui étaient auparavant incurables, mais il dit que ça a aussi entraîné de nouveaux problèmes. Par exemple, celui d'une croissance démographique à l'échelle mondiale qui risque fort de poser bientôt des problèmes en termes de ressources disponibles. Ça pose aussi le problème du vieillissement de la population, ce qui suppose une prise en charge, des soins. Ça suppose aussi l'affaiblissement global de notre vitalité, de notre santé, parce que nous sommes sans doute moins endurants, moins résistants, plus fragiles du fait de notre dépendance constante à l'égard de la médecine. Et il en témoignait lui-même à la fin de sa vie, de cette ambivalence de la technique médicale, alors même qu'il était soigné pour son cancer. Il disait la chose suivante: on sait très bien que les perfusions qu'on fait me détraquent, on guérit, du moins on empêche la prolifération de mon lymphome, mais en même temps, on me détraque. La technique soigne des maux et elle en crée d'autres. Donc, comme l'affirme Ellul dans un autre passage du bluff technologique, il ne dépend absolument pas de l'usage que nous faisons de l'outillage technique d'avoir des résultats exclusivement bons.
En tant que puissance d'action, la technique peut être orientée vers des usages qui étaient au départ totalement inconnus ou non désirés, et en tout cas, elle ouvre un champ des possibles en dehors de tout contrôle. Deuxième argument, notre jugement sur la technique est conditionné par la technique elle-même. Bon, admettons, pour un moment, si vous tenez encore à l'idée que la technique est neutre, on peut supposer ça, que sa valeur dépend de l'usage qu'on en fait, qu'un bon usage de la technique existe de manière pure, de telle sorte qu'elle serait uniquement orientée vers des fins morales, vers des fins légitimes. Qu'est-ce que ça supposerait exactement de penser de cette manière-là ? Ça supposerait que nous serions capables, de manière lucide, réfléchie, de distinguer rationnellement les bons et les mauvais usages de la technique, c'est-à-dire de produire un jugement objectif, rationnel, libre, dégagé des différents intérêts en jeu, qu'ils soient économiques ou autres. Bref, ça voudrait dire que nous serions capables de faire preuve de sagesse à l'égard de la technique. Or, Ellul va montrer que c'est précisément cette attitude qui devient extrêmement difficile avec la technique moderne. Je cite un autre extrait. « C'est une des faiblesses les plus grandes de ceux qui estiment que l'on peut séparer les effets bons et mauvais de la technique. On suppose toujours une collectivité d'hommes sages, raisonnables, maîtrisant leurs désirs et leurs instincts, sérieux et moraux. Jusqu'ici, l'expérience a plutôt montré que la croissance des pouvoirs techniques n'a pas conduit l'homme à plus de vertus. Dire à ce moment « il suffit de faire un bon usage », c'est ne rien dire du tout. Ellul va entreprendre donc de montrer que la technique n'est plus seulement un vaste ensemble de moyens articulés et assignés chacun à une fin, mais qu'elle est devenue un milieu environnant, qu'il appelle aussi un système, comme l'indique le titre de l'ouvrage de 1977, le système technicien. Et ce système, il fait peser sur l'homme de façon assez imperceptible des déterminations qui vont causer ses actions. En somme, ça veut dire que l'homme moderne est conditionné par la technique, que son inconscient est très tôt modelé par la technique et par ses impératifs, et que cela vient entraver sa capacité à raisonner de façon libre. Ellul va jusqu'à employer l'expression de terrorisme feutré, il me plaît assez cette expression, terrorisme feutré de la technique, alors pas au sens du terroriste qui pose des bombes, mais au sens idéologique du terme, au sens qu'on utilisait couramment, par exemple en mai 68, où on disait que est terroriste ce qui s'impose et constitue une influence profonde dont on ne peut se défendre. Par exemple, le discours du professeur sur l'élève, l'apprentissage de la langue maternelle qui va faire entrer des jugements, des symboles dans l'esprit des individus. Donc ce que veut dire Ellul, c'est que si la technique est terroriste, c'est qu'elle vient modeler l'inconscient des individus sans que ceux-ci aient aucun moyen de se défendre. La technique s'est retrouvée intégrée dans les esprits au point qu'elle est devenue une référence pour tous. Elle devient, de cette manière, une façon normale de concevoir le monde sans que d'autres possibilités semblent envisageables. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On peut par exemple montrer que les valeurs de la technique, comme l'efficacité, la rentabilité, la performance, se sont progressivement imposées dans les sociétés modernes comme des valeurs prioritaires et qu'il nous apparaît tout à fait normal de nous y plier, et ce, dans tous les domaines de l'existence, désormais phagocytés par cette logique technicienne. Ellul dit, dans le système technicien, le phénomène technique est la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace. Alors allons-y pour les exemples. Aujourd'hui, par exemple, il me semble qu'il est courant d'observer dans le sport que le culte de la performance est devenu une évidence à laquelle on se soumet sans trop la questionner. Ça veut dire que l'important, c'est plus de participer, comme le disait le baron Pierre de Coubertin. On trouve que c'est une devise de perdant, ça, l'important, c'est de participer. C'est important, c'est quoi? C'est de gagner. Et ceci, quel qu'en soit le prix. Et c'est la raison pour laquelle le dopage se retrouve aujourd'hui, pas seulement chez des athlètes professionnels, chez qui déjà on pourrait questionner la légitimité d'une telle pratique, mais aussi chez des amateurs, qui ont à cœur d'être les meilleurs, les plus performants, quitte à en oublier leur santé, le plaisir du jeu, l'esprit de fair play, l'esprit de convivialité, ou tout simplement encore même le respect des règles. Alors, on atteste certaines études qui montrent, par exemple, une étude qui a été menée en 2012 par l'Académie nationale de médecine, qui avance un chiffre de 15% de sportifs amateurs qui ont régulièrement recours au dopage, ce qui représenterait environ 2 700 000 personnes en France. C'est pas mal. Dans un autre registre, si vous n'êtes pas convaincu, pensez à la nouvelle frénésie du running de ces 20 dernières années.
Alors on ne dit plus course à pied, il faut dire running, c'est plus tendance. Bon, la France compte aujourd'hui environ 8,5 millions de pratiquants de la course à pied, soit 19% de la population, c'est beaucoup. Pour mémoire, ils étaient simplement 6 millions au début des années 2000, donc on a une vraie croissance exponentielle. Du coup, on n'a jamais vu autant de compétitions de course à pied organisées, des semi-marathons, des marathons, foulées de l'éléphant et autres encore. En 2015, il y en avait 7500 sur le territoire français. Donc, ça signifie qu'il y a une espèce de soif de performance, de classement, mais qui est aussi alimentée par un certain nombre d'applications connectées à votre téléphone portable qui vont vous permettre de mesurer à chacune de vos courses la distance parcourue, le temps, la vitesse, la fréquence cardiaque, le nombre de calories perdues, le dénivelé, etc., etc. Donc d'une certaine manière, on ne court plus au ressenti ou par plaisir, mais bien pour battre de nouveaux records, pour se sentir plus performant qu'avant, et même lorsqu'on n'est pas dans un cadre de compétition, même lorsqu'on est seul, soi-même avec son téléphone. Bon, vous avez compris, je pourrais poursuivre la liste des exemples de domaines où les valeurs techniques de l'efficacité, du rendement, de la performance se sont progressivement imposées, et finalement on pourrait y passer la soirée, la liste serait trop longue. C'est le cas dans l'éducation, c'est le cas dans la politique, c'est le cas dans les EHPAD où le personnel d'accompagnement est souvent soumis à une logique de rentabilité qui entraîne malheureusement parfois des actes de maltraitance, on le sait. C'est le cas aussi, assez étonnamment, dans la sexualité. Pensez à toutes les unes de journaux, alors plutôt masculins pour le coup, qui vous promettent dans l'intérieur de la revue les meilleurs trucs et astuces pour être à la hauteur au lit, réduisant le rapport sexuel à une pure question d'efficacité technique ou de performance, ce qui engendre sans doute chez beaucoup d'hommes une certaine angoisse au sujet de leurs compétences sexuelles, comme si la sexualité pouvait se réduire à cela. Enfin, dernière remarque sur cet argument, on peut ajouter que la technique nous conditionne aussi parce qu'elle nous modifie dans le fait même de son usage, dit Jacques Ellul. Alors pour ma part, j'avoue que je ne suis jamais aussi impatiente, prompte à l'agacement, tout comme à la grossièreté, il faut bien l'avouer, que lorsque je suis au volant de ma voiture. Alors ça ne se produit pas, au contraire, quand je suis à pied ou à vélo, qui sont des moyens de déplacement où on est bien plus tolérant aux impairs que peuvent commettre les autres lorsqu'ils circulent, alors que pourtant on est bien plus vulnérable quand on est un cycliste ou un piéton. Donc en fait, il me semble qu'être aux commandes d'une automobile, d'une machine douée d'une puissance certaine, ça exacerbe l'agressivité et que le sentiment de maîtrise rend l'automobiliste beaucoup plus sujet au débordement d'humeur. C'est le cas pour moi en tout cas, je pense que je ne dois pas être la seule. La technique donc se révèle déterminante à plusieurs égards, dans la mesure où elle exerce sur nous un conditionnement feutré, c'est-à-dire discret, implicite. Mais comme tout conditionnement, il n'est évidemment pas affirmé comme tel. Tout autant que nous sommes, que nous pensons toujours que nous agissons de nous-mêmes, délibérément, sans subir une telle influence. Et ce qui renforce l'emprise de la technique sur nous, c'est bien notre refus de nous considérer comme aliénés par elle. Spinoza, en son temps, avait très bien compris que les hommes ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes qui les déterminent. Et on pourrait dire qu'une de ces causes déterminantes aujourd'hui, c'est bien entendu la technique. Celle-ci consiste à produire dans notre esprit un certain nombre d'évidences qui vont de soi et que nous nous dispensons de questionner. Par exemple, il est évident pour nous que dans la vie, il faut être efficace. C'est important d'être performant, ce qui peut parfois nous conduire à négliger notre santé, voire notre bonheur. Ces évidences partagées dans une société technicienne comme la nôtre empêchent une remise en question lucide du système technicien. Troisième argument, la technique se constitue en un système global, alors que l'argument de l'usage vaut surtout pour un individu particulier. On conçoit très bien la possibilité qu'un individu particulier maîtrise l'usage qu'il fait des objets techniques en orientant cet usage vers des fins qu'il a préalablement choisies. Cependant, Ellul explique que les techniques actuelles sont de plus en plus interdépendantes et indissociables. Elles s'organisent en un système, c'est-à-dire un ensemble dont les parties sont étroitement unies les unes aux autres et obéissent à une régularité commune, c'est-à-dire à une logique interne, ce qui va poser un certain nombre de contraintes objectives venant limiter ou carrément supprimer la possibilité de choisir pour l'individu. On ne peut plus alors maîtriser l'usage de la technique, car la maîtrise, elle, supposerait des choix. Et justement, ces choix sont rendus impossibles par les contraintes nouvelles.
Alors on peut illustrer cette systématicité par l'exemple de l'électricité. L'ensemble des techniques que nous utilisons quotidiennement dépendent de notre approvisionnement en électricité. C'est en quelque sorte le point de convergence du système. Et c'est en particulier lorsque survient une panne de secteur qu'on peut mesurer cette interdépendance de nos techniques. On ne peut plus ni s'éclairer, ni pour beaucoup d'entre nous se chauffer, cuisiner, recharger son téléphone portable, ni circuler en ville, parce que d'un seul coup l'arrêt des feux de signalisation produit à coup sûr un encombrement massif, etc. Alors c'est une hypothèse effrayante qui a été envisagée en 1942 par René Barjavel dans son roman dystopique qui s'appelle Ravage, où il imagine d'un seul coup la disparition brutale, irrémédiable de l'électricité qui entraîne véritablement l'apocalypse. La civilisation technologique qu'il décrit, il situe l'action aux environs de 1052, se retrouve brusquement ramenée à l'âge de pierre par la fin du machinisme, et de là découle une effroyable décomposition sociale, où la brutalité, la loi du plus fort, ressurgissent dans des villes qu'il décrit comme en flammes, en proie à la famine, etc. Donc c'est un roman qui me semble illustre bien cette systématicité de la technique en montrant que ce qui compte dans le système technicien, c'est moins chacune des parties plutôt que le système de relations et les connexions qui existent entre ces parties. L'homme se retrouve pris dans cette totalité un petit peu comme dans les mailles d'un filet qui va prédéterminer les choix qu'il fera. Et c'est pas seulement qu'entre deux techniques on choisira toujours la plus efficace, c'est aussi et surtout qu'on préférera la solution technique à toute autre solution. Et ainsi, à chaque fois qu'une technique engendre un nouveau problème, c'est au moyen de solutions techniques qu'on va tenter de les régler, rentrant un petit peu dans un effet boule de neige. On est donc conduit à une logique de la surenchère dont on semble incapable de sortir. Quatrième argument, les fins poursuivies par la technique sont vagues ou mal formulées. Ellul ira jusqu'à dire que ce qui caractérise la technique moderne, c'est carrément son absence de finalité. Parce que la technique se développe selon ses propres impératifs, c'est-à-dire selon la logique du progrès, et que les préoccupations extérieures à la technique, comme la santé, le bien-être, la préservation de l'environnement, seront sans incidence véritable. Et donc on se retrouve dans des sociétés avec la mise en place de techniques que personne ne semble avoir véritablement voulu en réalité. Par exemple, on mesure aujourd'hui à quel point l'usage massif d'engrais chimiques et de pesticides dans l'agriculture intensive a conduit à des effets nocifs non seulement sur la qualité des produits que nous consommons, mais aussi sur la santé des agriculteurs eux-mêmes, qui ont pendant des années été les premiers exposés à la toxicité des produits qu'ils utilisaient, et qu'ils utilisaient de manière plus ou moins contrainte par la course à la productivité et au rendement maximal. Or, à quoi bon produire avec une telle abondance si ce qu'on produit pour se nourrir, pour survivre, conduit en définitive à nous faire mourir prématurément. On touche ici à l'absurdité de la logique technicienne qui s'impose pourtant sans discussion. La technique, nous dit Ellul, finit toujours par imposer ses propres valeurs, efficacité, rentabilité, accroissement, même dans ce qui n'est pas elle. Et l'aspect fondamental de la technique moderne, c'est son autonomie, son auto-accroissement, ce qui signifie que la technique évolue sans intervention décisive de l'homme. Et la seule finalité du développement technique finit par être le développement lui-même. Par conséquent, dit Ellul, la technique ne supporte aucun jugement venant de l'extérieur, ni aucun frein. Elle se présente comme une nécessité intrinsèque. Il y a bien là l'idée d'une course effrénée qu'on ne pourrait arrêter, même si on le désirait. L'autonomie de la technique entraîne donc une perte de notre maîtrise de celle-ci, et la perte de la possibilité de dire non à un tel développement. La formule consacrée qui dit qu'on n'arrête pas le progrès perd ici ses accents enthousiastes pour devenir un simple constat désespérant. C'est un fait, on n'arrête pas le progrès parce qu'on en est incapable. La technique a fait de notre société l'empire du non-sens, selon Ellul. Elle nous ôte notre liberté, qui serait justement de dire oui ou non au progrès technique, ce qui conduit l'humanité à sa perte. Alors pourtant, il me semble qu'on pourrait mettre une objection, c'est qu'il y a quand même des domaines où cette résistance au progrès technique existe bel et bien, où on ne se permet pas de faire tout et n'importe quoi, précisément concernant par exemple le clonage humain ou certaines questions de bioéthique. Et Ellul le dit lui-même, il est intéressant de constater que l'on ne se préoccupe vraiment de cette maîtrise de la technique que lorsqu'elle touche les questions les plus banales de la morale traditionnelle.
bioéthique, procréation artificielle, fécondation in vitro, congélation des embryons, etc. Mais les comités d'éthique qui sont constitués pour traiter de ces questions, notamment en France, n'ont aucun pouvoir décisionnaire. Ils sont seulement consultatifs. Et le législateur peut tout à fait ne pas tenir compte des conseils qui lui sont transmis dans les rapports qui étudient une question donnée. Et d'ailleurs, même si la législation internationale interdit explicitement le clonage humain, ce dans la plupart des cas, ça n'empêche pas certains d'expérimenter sur la question. Ça a été le cas par exemple en 2001 avec la secte des Raéliens, qui possède une société de biotechnologie assez importante qui s'appelle Cloned. Et en 2001, les Raéliens affirmaient déjà avoir relevé le défi en donnant naissance à une petite fille prénommée Ève, la première femme. Bon, il s'agissait bien entendu d'une vaste supercherie, mais on sait qu'actuellement d'autres équipes de chercheurs bien plus sérieux, comme celle de l'américain Shukrat Mitalipov, qui travaille à l'Université de la Santé et des Sciences de l'Oregon, eh bien ces équipes sont parvenues à des résultats très prometteurs en créant en 2013 les premières cellules souches humaines par clonage. Alors pour l'instant, ces techniques sont réservées au clonage thérapeutique et non reproductif, mais on peut légitimement se demander combien de temps encore avant que ces techniques n'entrent dans la sphère de l'effectivement possible et détruisent les résistances qu'on a à leur égard. Est-ce qu'on peut citer au moins une invention technique, quelle qu'elle soit, qu'on aurait d'abord imaginée et qui n'est pas fini par devenir réalité? Moi, j'en ai pas trouvé. À ce titre, les mythes modernes sont à mon avis très instructifs. Par exemple, le mythe de Frankenstein, inventé par la romancière anglaise Mary Shelley. Ça incarne bien, à mon sens, par un détour du côté du fantastique, cette idée selon laquelle la créature échappe à son créateur, qui n'est plus en mesure de la maîtriser et qui peut se révéler détruit par le monstre qu'il a lui-même engendré. La littérature, le cinéma de science-fiction regorge également d'histoires qui montrent une civilisation où les machines, les robots, ont fini par prendre le pouvoir au détriment des hommes. C'est le cas pour Terminator, Matrix, iRobot, etc., bien d'autres encore. Ces scénarios apocalyptiques sont révélateurs, à mon sens, non pas d'une peur latente à l'égard de nos propres inventions, mais plutôt peut-être du sentiment qu'on a de jouir de moins en moins de liberté à l'égard de la technique, d'être un petit peu pris dans son réseau, à tel point que toutes nos activités sont conditionnées par elle. Mais alors attention, petite précision, qu'est-ce qu'on dit quand on dit que la technique est devenue autonome? Jacques Ellul n'entend pas faire de la technique une entité personnifiée à laquelle on attribuerait une volonté propre de continuer à s'accroître, elle-même un petit peu comme cette créature monstrueuse incontrôlable qu'est le monstre de Frankenstein. Jacques Ellul le dit lui-même, la technique c'est qu'un raccourci rhétorique en fait. Elle s'incarne bien évidemment dans des hommes, cette technique, et ces hommes ce sont les techniciens de tout rang. Mais Ellul précise à leur sujet la chose suivante: ils sont tellement imbus, imprégnés de l'idéologie technicienne, tellement inclus dans le système, que leur jugement et attitude vitale en sont directement l'expression. Donc si c'est l'homme conditionné par la technique, l'homme pensant selon les règles de la technique, qui décide et qui participe au mouvement global d'accroissement des techniques, eh bien ça signifie que la technique se développe selon ses propres impératifs et selon ses propres lois. Et à nouveau, attention, là aussi, il ne s'agit pas non plus de dire naïvement qu'il y aurait d'un côté les méchants techniciens, ou les méchants capitalistes, si on veut mettre en parallèle les analyses d'Ellul et celles de Marx, qui ont une certaine proximité. Donc d'un côté les méchants techniciens qui seraient responsables d'un développement frénétique du système technicien, et de l'autre, les gentils citoyens comme vous et moi qui voudraient bien plus de mesures, de sagesse, de régulation dans tout cela. Pourquoi cette opposition est-elle caricaturale? Parce que d'une part, le conditionnement que produit la technique sur nos jugements est omniprésent, et que d'autre part, nous prenons part nous-mêmes à l'accroissement des techniques en achetant les innovations qui nous sont proposées. Nous acceptons, sans vraiment toujours réfléchir, qu'on nous crée de nouveaux besoins plus ou moins futiles, qui, comme le disait déjà Rousseau, constituent de faux besoins qui finissent par nous aliéner. Nous ne venons attachés à des objets que nous sommes malheureux de perdre sans être heureux de les posséder. Ça, c'est Rousseau qui le dit. Et donc, en ce sens, nous sommes bien nous-mêmes inclus dans le système technicien auquel nous prenons part. Conclusion générale qu'on peut tirer de cette analyse. Eh bien, l'homme a perdu sa liberté à l'égard de la technique. Cette technique, elle est aliénante à différents titres. C'est elle qui nous conduit,
et non nous qui la dirigeons. Elle nous retire plus ou moins explicitement la possibilité de dire non à certaines innovations ou de dire non à cette logique de rentabilité qui s'impose. Et c'est la raison pour laquelle la technique est une menace pour l'humanité de l'homme. Elle détruit toute liberté d'action vis-à-vis de l'organisation de la société. Et la politique et l'État sont conditionnés par ce développement de la technique, puisque la technique elle-même oriente les questions politiques et économiques. Ce qui porte un nom, c'est ce qu'on appelle la technocratie. La technique même devient juge et législatrice dans la morale, ce qui fait qu'Ellul parle de morale technicienne, prédominante aujourd'hui, dont les principales valeurs, nous l'avons vu, sont l'efficacité, la rentabilité, la performance. Mais alors, quelle solution face à ce constat bien sombre ? Sommes-nous irrémédiablement condamnés à subir la technique ? Et faut-il voir dans les analyses de Jacques Ellul l'expression d'un pessimisme radical, voire d'un fatalisme ? Pas tout à fait. L'œuvre d'Ellul doit d'abord être entendue comme un plaidoyer pour une reconquête de la liberté perdue par l'asservissement à la technique. Ellul appelle de ses voeux une révolution, et non pas des réformes, au même titre que Marx, qui ne voyait pas d'autre issue que dans la révolution pour sortir du système capitaliste. Cependant, ce n'est pas une révolution politique contre les technocrates qui est préconisée. En effet, Ellul a consacré tout un livre, qui s'appelle L'illusion politique, en 1965, à l'impuissance du politique face à la logique du système technicien. Il avoue même sans rougir n'avoir jamais voté, sauf une fois au moment du Front populaire. Tous les régimes, selon lui, poursuivent aujourd'hui des fins identiques, l'efficacité, la puissance. Je cite un extrait de l'illusion politique. La loi de la politique est l'efficacité. Ce n'est pas le meilleur qui gagne, c'est le plus puissant, le plus habile, et tous les termes se ramènent à un seul, le plus efficace. Dans un monde technicisé, l'efficacité devient le seul critère de légitimité d'un gouvernement. Ah oui, c'est ça qu'on veut de nos gouvernements, c'est qu'il soit efficace. Pour Ellul, donc, tout est politique, mais la politique n'est qu'illusion, car la souveraineté populaire n'est qu'un mythe, et le suffrage universel s'avère incapable de sélectionner les bons gouvernants et de contrôler leurs actions. Alors, si ce n'est pas une révolution politique, de quelle révolution s'agit-il ? Pour comprendre de quoi il est question, on peut établir, il me semble, un parallèle entre l'œuvre d'Ellul et celle d'Heidegger, même si, je l'ai dit en introduction, il refuse cette proximité. Heidegger qui voyait dans la poésie, dans l'abandon, dans le lâcher-prise, la possibilité d'un autre rapport à l'être, qui ne se situerait plus justement dans la maîtrise et dans la puissance. De même, dans La parole humiliée, qui est un ouvrage qu'Ellul publie en 1981, il plaide pour une réconciliation entre la parole et la vie, parce qu'il estime que la société contemporaine se caractérise par sa haine de la parole. C'est à cause de l'idolâtrie technicienne qu'une parole vraie, qu'une parole libératrice, qui remettrait en cause les opinions dominantes, apparaît aujourd'hui impossible, selon lui. Donc on peut déceler la convergence de vues sur le phénomène technicien entre Ellul et Heidegger, parce que tous deux considèrent comme illusoire de vouloir maîtriser la technique de l'intérieur, par une simple réflexion sur les bons et les mauvais usages. Et même, on pourrait dire que si la technique est une forme de maîtrise du monde, alors vouloir maîtriser la maîtrise est une solution du même ordre que le mal lui-même. Nulle issue n'est envisageable dans cette voie-là, parce qu'en combattant le mal par le mal, finalement on ferait que l'aggraver. Alors, de quelle révolution Ellul parle-t-il ? Rappelons-nous qu'il est aussi théologien chrétien. Et dans un recueil d'entretiens qui est paru de manière posthume en 2008, il s'exprime en ces termes. Accrochez-vous bien. Si la technique est récupératrice, c'est-à-dire si tous les mouvements révolutionnaires sont finalement récupérés par elle, qu'est-ce qui peut lui échapper ? D'un point de vue humain, rien. Il faut donc une transcendance pour lui échapper. S'il existe un transcendant, et que ce transcendant est celui qui s'est révélé en Jésus-Christ, celui qui est descendu vers nous, il n'est pas inclus dans notre système. Cela nous donne le point de vue extérieur qui permet la critique du système. Seul le transcendant dans le système technicien garantit à l'homme une liberté et garantit pour la société une issue possible. Le Dieu biblique est avant tout un Dieu qui libère. Bon, c'est là où je commence à avoir un petit peu de mal avec ce versant-là de la pensée de Jacques Ellul. Le reste me semble tout à fait intéressant et convaincant, et là c'est un petit peu plus difficile. Alors j'essaie de comprendre quand même. La technique, c'est un phénomène universel qui accroît son emprise sur l'homme et contraint chaque jour plus fortement sa liberté. Ça, c'est l'analyse sociologique.
Le seul point de référence pour juger et pour lutter contre ces débordements de la technique, c'est de s'extraire du système technicien pour trouver refuge auprès d'une transcendance salvatrice, c'est-à-dire d'une puissance supérieure située au-delà de nous, c'est-à-dire de Dieu. Là, c'est le basculement théologique. Il faut avouer qu'on est souvent étonné, dérouté à la lecture de ces lignes, par cette bascule entre l'analyse sociologique et la conviction du croyant. Alors attention quand même au contresens qu'on pourrait faire. Ellul ne dit pas qu'il faut attendre une intervention divine pour nous sauver de la technique. Bon. Il ne s'agit pas non plus de croire qu'Ellul milite, plus ou moins implicitement, pour une sorte de société théocratique où les canons de la religion chrétienne viendraient fonder les principes organisateurs de la société. Ce n'est pas du tout le cas, parce que dans l'ordre profane des choses, Ellul est un farouche partisan de la laïcité, qui plus est de tendance anarchiste libertaire, donc il saurait y avoir de morale chrétienne à imposer à l'organisation politique ou juridique. Alors, comment comprendre son propos ? Eh bien, on peut considérer que la foi en Jésus-Christ, c'est ce qui permet aux croyants d'entendre une promesse de salut, ce qui permet d'entendre l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc, cette foi, elle est ce qui restaure en lui l'espérance. Pour sortir du désespoir face au système technicien, il n'y a qu'une issue, s'appuyer sur Dieu. En effet, seul le transcendant est extérieur au système. Lui seul, donc, est inassimilable et susceptible de nous fournir un point de vue critique, un point de référence qui soit extérieur. Il est donc la condition nécessaire à la continuation de la vie sur Terre et à l'existence de l'homme en tant qu'homme. Alors, Ellul précise qu'il ne suffit pas qu'il soit transcendant, encore faut-il qu'il s'approche de nous. Il est déjà descendu lors de la construction de la tour de Babel, il s'est ensuite incarné en Jésus-Christ, et le croyant a l'espérance qu'il reviendra. L'ouverture face au système technicien, qui écrase l'homme, ne peut donc venir que de lui. Et donc on comprend que le politique, chez Ellul, ne prend sa pleine dimension qu'en incluant le spirituel et le théologique. Vous allez me dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Oui, on peut demander du concret. Alors si on observe la vie de Jacques Ellul, on remarque néanmoins que sa méfiance à l'égard de la politique ne l'a pas pour autant conduit à un refus du politique, c'est-à-dire de l'engagement au service du bien commun. On en a parlé tout à l'heure, son action personnelle au sein d'une association locale de réinsertion de délinquants dans les années 60, sa prise de responsabilité écologique dans un mouvement militant contre l'aménagement du littoral aquitain dans les années 70, toutes ces expériences peuvent s'interpréter comme l'expression d'une volonté de penser globalement, agir localement. Alors c'est une formule qui a aujourd'hui la faveur de plusieurs mouvements de décroissance, entre autres, et dont Ellul revendique la paternité. Et cette formule, elle signifie que tout l'espoir est mis dans des petits groupes dont l'exemplarité va ensuite indiquer le chemin. L'investissement de l'individu pour changer l'ordre du monde pourra se faire au sein de ces petites communautés à caractère local, ce qui semble attester chez Ellul d'une préférence pour la démocratie directe, ou du moins par la démocratie participative, qui va de pair avec la défense de l'échelon local ou régional face au centralisme jacobin. Seul, selon lui, le fédéralisme permettra de lutter contre l'universalisme, c'est-à-dire contre le triomphe d'un modèle unique de société, comme nous pouvons l'observer aujourd'hui encore à travers le phénomène de mondialisation. En conclusion, on peut citer ces propos tenus par Ellul dans un autre ouvrage qui s'appelle « L'espérance oubliée ». Malgré mon pessimisme bien connu, je ne suis pas désespéré. On a en effet souvent reproché à Jacques Ellul de rester assez vague, assez indéterminé quant aux solutions effectives qui découleraient justement de ce versant théologique de ses analyses. Et il s'est défendu en se présentant comme celui qui brise les chaînes d'un prisonnier, il libère, mais il n'a pas à dire à la personne ainsi libérée quel doit être son chemin. Et je conclurai sur ces mots, issus du recueil À temps et à contre-temps. À la fin de mes livres, chaque lecteur est appelé à prendre des initiatives et ses décisions propres. Et il se dit sûrement « Ah bah c'est bien embêtant, je ne vois pas lesquelles je pourrais prendre ». Il préférerait un dernier chapitre où on lui dirait « Voilà ce qu'il faut penser et faire ». Mais ce dernier chapitre, je ne l'écrirai jamais. Mon éthique elle-même ne dit pas aux chrétiens « Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal ». C'est tout le contraire. Vous êtes libérés, vous êtes appelés à être des hommes devant Dieu. Maintenant, décidez par vous-même concrètement ce qu'il y a à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.